propre idée. Les informations fournies présentent un caractère purement informatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de la recherche en investissement. L'attention de l'éditeur ou du lecteur est en outre attirée sur les risques liés au caractère spéculatif et aux fluctuations rapides et aléatoires de certains marchés financiers. Aucune garantie ne peut être donnée quant à leur évolution future. L'auditeur ou le lecteur reste seul et unique juge de l'opportunité des opérations qu'il pourra être amené à conclure. La bourse et les CFD en particulier sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. Entre 70 et 90% des comptes de clients particuliers perdent de l'argent lors de négociations de CFD. Le trading peut vous exposer à des risques de perte supérieurs au dépôt et ne convient qu'à des personnes ayant les moyens financiers de supporter un tel risque. Cette chaîne n'est en aucun cas une offre de conseil en investissement ni une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Bonsoir, bienvenue à un nouveau volet de l'apéro de la bourse. Ce soir, on reçoit Value. Bonsoir Value. Bonsoir, Des. Donc Value, ben, c'est la première fois que tu participes, hein. On te connaît beaucoup sur Twitter. Tu es très très axé analyse fondamentale. Et ce soir, on a décidé de parler d'un peu d'une action. Donc l'action, comme on peut le voir, elle est sur le Nasdaq, c'est Walhurst Brands et son symbole c'est Free, c'est ça? C'est ça. Donc en fait, l'objectif, c'était de faire rentrer un peu tes auditeurs dans mon esprit ou la façon dont je travaille, c'est dans Mhm. l'analyse de société. Et Oui. donc le but, c'était de faire ça sur un cas pratique. En plus, c'est une société dont j'ai pas parlé encore sur les réseaux sociaux. Donc l'idée, c'était un peu de défricher l'analyse fondamentale ou quel était le cheminement pour arriver à d'une idée à une position dans ton portefeuille. D'accord. Donc voilà. Donc effectivement, je fais de l'analyse fondamentale principalement. Je m'intéresse un peu au mouvement de marché des sociétés dans lesquelles les sociétés évoluent, pardon. Mais effectivement, je fais plutôt d'abord du bilan et je regarde pas trop l'analyse technique. Il y a suffisamment de monde sur l'analyse Ouais. technique pour donc il n'y a pas de souci. Donc en tout cas, merci pour de m'accorder ce petit moment, Bon, Des. bah, c'est moi qui On te peut remercie, hein. commencer quand tu le souhaites. C'est moi qui te remercie. Bah, on t'écoute alors. Donc, je vous ai fait une petite présentation. Alors, on retourne un peu à l'école. Il y a Mhm. un peu de marketing, un peu de stratégie, un petit peu de finance, mais le but, c'est de faire une sorte de petite mayonnaise qui permet d'avoir une idée d'une société. Donc, la société, donc c'est Walrus Brands. C'est une société qui a été constituée en milieu d'année, donc mi-2020. Elle arrive au bon Mhm. moment sur Ouais. le marché. Donc, effectivement, elle est présente au Nasdaq. Aujourd'hui, ça doit coter autour de 9 dollars. Sachant que la mise sur le marché a été autour de 10 dollars. Mhm. Donc voilà, effectivement, c'est plus un document perso de suivi et en même temps de présentation. Ça me permet de mettre les choses tout à plat avant d'acheter. Donc voilà, donc petite présentation de la société. Donc World of Brands, en fait, est issu on va l'appeler Free parce que c'est compliqué Mhm. de le dire à chaque fois en anglais et tout, et on est entre nous. Donc Mhm. en fait, c'est une société qui a été constituée à l'origine, en fait, pour lever du cash et ensuite faire des acquisitions. Donc, D'accord. euh, donc c'est un SPAC. En fait, un SPAC, c'est une société qui est constituée en fait pour lever de l'argent auprès de différents sponsors et ensuite de faire des acquisitions de sociétés non cotées. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Free. En fait, la société initialement, elle était détenue par un milliardaire qui s'appelle Ronald Perelman. Donc, Mhm. c'est un milliardaire qui a fait énormément l'actualité en fin d'année dernière et depuis le début d'année. Parce qu'en fait, son empire financier s'est écroulé. Et c'était la 40e fortune du monde. Mhm. Donc, en fait, il a été un peu serré à la gorge par toutes ses dettes. Et donc, il a fallu trouver rapidement du cash. Et en général, les milliardaires ont des portefeuilles qui sont très peu liquides. Donc, tu vends tout ce qui traîne, quoi. Tu vas brûler tout ce que tu peux. Donc en fait, initialement, il y a une certaine somme d'argent qui a été levée au sein de ce SPAC pour acheter ces sociétés. Donc les sociétés, c'est Mérissant et Mafco. Donc, est-ce qu'on voit le pointeur là d'ailleurs? Ouais. Attends, je vais essayer de. Excusez-moi, on improvise. Est-ce que vous voyez le petit pointeur rouge? Oui. Ah ok, merci. Donc, on est là, super. Donc, le SPAC, donc Free, a acheté deux sociétés, la société Mérissant et la société Mafco.
Donc, c'est des sociétés qui évoluent dans le secteur des sucres de remplacement. On ne peut pas parler d'édulcorants parce que ça va un peu plus loin. Et des arômes naturels. Donc, ils évoluent dans une thématique qui est un peu sympa. Au global, ces sociétés, ça représentait pas grand-chose en fait dans l'empire de Perelman. Donc, il les a vendues rapidement et sans trop discuter du prix. D'ailleurs, avec le Covid et l'accélération du déclin de certaines sociétés dans le retail, il est même revenu sur son prix à la baisse. Donc, on peut dire que déjà, il y a une notion de décote déjà à ce niveau-là. Et au global, donc, la société Free va réaliser de la croissance organique dans un premier temps et des acquisitions. Donc son marché, c'est un marché qui est quand même assez important. C'est celui de la grande consommation, des produits de grande consommation, donc spécifiquement les substituts du sucre et des arômes. Donc dedans, il y a quand même une marque, je pense que ça va parler à tout le monde, la marque Canderel. Ouais. C'est une marque qui est connue par tout le monde en France. C'est une couverture. Enfin, je pense que cette marque est connue par plus de 80% des Français. Et la marque Purvia en Europe. Purvia est un peu moins connue, mais on en voit beaucoup de leurs produits dans les rayons. Et c'est des marchés avec des croissances qui sont plutôt faibles. Plus le marché est gros et moins la croissance est importante. Donc on est sur des marchés en croissance de 3 à 6%. D'accord. Est-ce que tu as éventuellement quelques questions sur ces slides? Non, c'est bon. Donc après, les tendances qui soutiennent tout ça, c'est la consommation de café, le besoin de produits sains et bio et tous ces trucs-là. Donc toutes ces dynamiques, en fait, elles supportent le marché. Après, effectivement, le marché de la grande consommation, dedans, il y a des niches. Et effectivement, nous, on est plutôt positionné sur des niches. C'est les produits sans trop de calories. Et voilà. Donc voilà, là on va parler des marques. Donc il y a une marque Whole-Earth qui fait tout ce qui est préparation pour des cookies, des gâteaux sans gluten, sans sucre, voilà. Les marques Equal et Purvia et Canderel, c'est les marques qui sont positionnées sur les substituts en fait du sucre sans sucre. Donc on peut dire qu'il y a donc deux divisions, donc la marque sucre de remplacement et la marque Arôme, pardon. Donc, le moteur de croissance, c'est plutôt le sucre. Et le moteur de cash flow, c'est Magma Sweet. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Magma Sweet, en fait, c'est une société qui a 100 ans. Les clients, c'est des clients 10-20 ans. C'est principalement le secteur de la beauté et du tabac. Et rien que la valeur du stock de Magma, c'est 80 millions de dollars. On va arriver après sur les notions de valeur, mais c'est bien d'avoir cette valeur en tête. Donc après, les marques, elles sont premières dans leur secteur. Par exemple, Canderel est premier en Angleterre sur le secteur du sucre de remplacement. En France, c'est pareil. En Australie, en Afrique du Sud et aux États-Unis, on est quatrième. Donc ces actifs ont une certaine valeur parce qu'ils sont connus de tous et parce qu'ils occupent une grosse part de marché. D'accord. Donc aujourd'hui, le chiffre d'affaires de l'ensemble qui a été racheté, c'est à peu près 280 millions de dollars. Il faut savoir que les sociétés, avant rachat, elles étaient séparées. Elles avaient chacun leur vie. Là, aujourd'hui, on va les fusionner et on va essayer de tirer en fait des synergies. On va essayer de réduire les coûts. On va essayer de réorienter le business sur la croissance. Parce que jusqu'à présent, ces sociétés, elles étaient adossées aux dettes de Perelman, de l'ancien fondateur. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on va réinvestir ce cash dans la croissance de la société. Les clients, c'est principalement des clients particuliers et des clients professionnels. Donc, il y a un tiers sur la vente d'arômes qui sont destinés aux professionnels et 2 tiers sur la vente aux particuliers, dans les pharmacies, dans les grandes surfaces, dans les magasins bio, etc. Et la répartition des ventes, c'est 40% aux USA et 60% dans le reste du monde. Il n'y a aucun client de plus de 10%. Ça, c'est important. C'est bien ça, ouais. Parce que ça permet de connaître un peu le degré de la qualité en fait, du mix client et savoir s'il n'y a pas une trop forte concentration. C'est important pour les aspects gestion du risque. Donc voilà, Costco, c'est un gros distributeur. Il y a Aldi aussi. Il y a les pharmacies, mais ce n'est pas les pharmacies où vous achetez vos médicaments aux États-Unis. C'est les pharmacies où vous achetez tout ce que vous voulez. Ouais, les parapharmacies, en fait, quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Plus, en fait, aux États-Unis et au Canada, les pharmacies, vous y allez plus pour tout ce qui est dépannage. C'est un mix entre une parfumerie, une parapharmacie et le Momo du quartier.
D'accord. Vous allez y trouver des chips, des conneries comme ça. Donc voilà, Comment ça s'appelait en France cette chaîne? C'est Clarel maintenant, non? Avant c'était Sephora. Schletcher ou la marque allemande qui faisait ça. C'est Schletcher, ouais, je me souviens pas. C'est pas important. C'est Clarel maintenant, ça s'appelle, je crois. En France, il n'y a pas de modèle un peu équivalent aux pharmacies. En fait, c'est comme des. Ouais, Ouais. c'est un modèle particulier, en fait. Vous y allez vraiment pour acheter un peu tout ce que vous voulez, sauf les produits. Enfin, il n'y a pas de produits frais, mais il y a tout le reste. Mhm. Ouais, je vois ce que c'est. Ouais, ouais. T'as Donc, au du, niveau. du savon, de la lessive, des Voilà, c'est parfums. ça. Non, c'est Clarel. Ça s'est fait racheter. C'était Schletcher ou je me souviens plus. Ouais, c'est une boîte allemande et ouais, c'était ça l'équivalent. Ouais. Excuse-moi, t'avoir coupé. Non, mais très bien. Moi, Mhm. je ne connaissais pas, je regarderai. Mhm. Donc, au niveau de la structure, bah, en fait, c'est une boîte qui vend des produits, mais on pourrait s'attendre à une structure assez lourde au niveau des usines et tout ça. Mais ils opèrent principalement avec des partenaires, en fait. C'est-à-dire qu'eux, ils ont des marques fortes. Quand vous avez une marque forte, vous faites fabriquer par d'autres fabricants. Donc, effectivement, vous chopez peut-être un peu moins de marge, mais au global, bah, vous réduisez les risques et vous rendez votre système de production beaucoup plus flexible et scalable. C'est-à-dire que vous pouvez monter plus facilement en production sans avoir à y apporter des gros investissements. Donc, ils ont 6 usines en propre et 20 sous-traitants. Mhm. Donc, les CAPEX, ça représente autour de 1,5% du chiffre d'affaires. C'est pas grand-chose. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir, c'est que vu qu'ils ont fusionné les deux usines, les deux marques, pardon, Mersan et Marco, bah, en fait, une des clés de l'optimisation et la réduction des coûts et donc de l'amélioration du profil de profitabilité de la société, ça va être de réduire le nombre d'usines. Ils vont supprimer une des usines. C'est déjà dans le pipe. Donc D'accord. voilà, la stratégie de croissance, en fait, c'est toujours pareil, hein, c'est de la croissance organique ou de la croissance et de la croissance externe. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'ils veulent construire une sorte de plateforme. Alors, le mot plateforme, ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose en même temps. En fait, à partir du moment où vous avez des marques qui sont distribuées dans 100 pays, vous avez forcément un réseau de distribution, un réseau de logistique et des activités un peu transverses de marketing, d'analyse stratégique, etc. Vous pouvez mutualiser. Et ensuite, vous pouvez déployer ces outils en fait sur plein d'autres marques. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, et c'est mon idée, hein, c'est d'intégrer finalement d'autres marques et de s'appuyer sur toute cette infrastructure logistique pour les déployer sur sur les 100 pays dans lesquels ils sont. Donc ça va leur permettre, si tu veux, de faire de la croissance sans trop perturber les futures cibles et de leur donner en fait du levier pour acquérir de nouveaux marchés dans lesquels ils ne sont pas présents. Mhm. Donc voilà, donc ça c'est la croissance un peu, l'idée de la croissance globale. Et l'autre aspect qui est vraiment important dans cette thèse, j'ai l'impression, c'est qu'initialement, quand ils étaient donc on parle de croissance organique, quand ils étaient sous la direction du milliardaire, en fait, le but c'était de cracher du cash. Mhm. En fait, ce cash, il n'était pas réinvesti dans le business. Là, aujourd'hui, on va le réinvestir. Donc, on va faire quasiment 60 millions de cash par an qu'on va pouvoir réinvestir dans le business. Donc, le business, il est quand même, il a une profitabilité quand même de plus de 20%. C'est pas Mhm. rien. Donc, le but, en fait, c'est de réinjecter ce cash dans la déclinaison des marques actuelles. C'est-à-dire, par exemple, Canderel, ils ont sorti un chocolat sans sucre. Ils l'ont sorti D'accord. principalement aux États-Unis. Bah là, ils vont le sortir en Europe, etc. Et pourquoi ils peuvent le faire maintenant? Parce que maintenant, ils ont un peu d'argent pour pouvoir le faire. Donc, ça, c'est de la croissance organique. Ça s'appelle de l'extension de marque. Ils vont prendre le Canderel et ils vont décliner dans des produits pour faire de la pâtisserie, des gâteaux, du chocolat, des confitures, tous ces trucs-là. Et éventuellement, ils peuvent même la décliner pour les professionnels, pour qu'ils intègrent le Canderel dans leur propre formule. Donc ça, D'accord. c'est la croissance organique. Donc moi, je pense qu'il y a à peu près 20% de potentiel au niveau organique. Par contre, ce qui est vraiment, la valeur, je pense qu'elle est plutôt dans la croissance externe, parce que finalement, si vous utilisez pas, vous sortez pas les 60 millions de la société tous les ans, ce que vous pouvez faire, c'est acheter d'autres sociétés. Et donc, du coup,
là, il y a un sacré potentiel. Ils ont identifié 8 cibles entre 50 et 100 millions. Mhm. À l'époque où j'ai écrit ça, en fait, c'était début novembre. En fait, c'était mes idées, mais je ne savais pas exactement quand ils allaient actionner. Et en fait, la semaine dernière, ils ont réalisé une première acquisition. D'accord. Donc voilà. Et donc le but, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, ils font 300 millions de ventes. Et à terme, ils veulent faire autour d'1 milliard, en gardant le taux de CAPEX au même niveau et en augmentant un peu le levier d'entêtement, parce qu'on n'a rien sans rien, mais c'est surtout qu'ils veulent garder la même profitabilité. Donc c'est pas compliqué, 1 milliard, 20% de profit, ça fait déjà 200 millions Mhm. de potentiel. Donc c'est quasiment les 3 quarts de la capitalisation d'aujourd'hui. Ouais. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, donc ça, c'est un graphique de la direction en fait que j'ai repris de leur présentation, qui permet de schématiser un peu le process. Donc effectivement, dans un premier temps, on fait de la croissance organique. Donc d'abord, on développe les produits dans des catégories où ils ne sont pas présents. Ensuite, on développe les produits dans des pays où ils ne sont pas présents. Ensuite, on augmente l'implantation géographique. Donc on fait de l'expansion Mhm. géographique. Et après, effectivement, on commence à faire de l'acquisition. Et là, on change de niveau. Et là, du coup, chaque nouvelle petite marque acquise va profiter des implantations, de la logistique qui a été mise en D'accord. place. Euh, le point qui me semble intéressant d'avoir en tête ici, c'est qu'on fait des opérations d'acquisition où en fait on garde la marque, on garde les moyens de production, mais on vire toute la partie transverse. Ça évite toutes les problématiques de changement culturel, etc. Ça Mhm. limite les risques liés aux acquisitions. Donc voilà, donc je pense qu'on a pour la partie acquisition on est good. On part de 280 millions de ventes en 2019. En 2020, ils veulent stabiliser avec le Covid et tout ça, ils veulent stabiliser autour de 180 millions. Mais ils vont surtout faire des gains de profitabilité. Parce que quand tu achètes deux sociétés qui ne discutaient pas ensemble, quand tu les mets dans la même gamelle, il faut faire des optimisations, il faut réduire les coûts, il faut créer des synergies et il faut mettre un peu tout ça, il faut créer une référence. Donc ça demande un peu de temps et je pense qu'ils vont faire ça en 2020, même s'ils ont déjà commencé à faire une nouvelle acquisition. Ils ont fait l'acquisition d'une société américaine qui s'appelle Sverb, qui est plutôt dans la partie produits de régime, produits sans gluten Mhm. et c'est une marque qui fait 50 millions et qui est arrivée avec elle fait à peu près 15% de croissance par an. Ils lui ont payé 15 fois les l'EBITDA, mais avec les synergies qu'ils peuvent réaliser rapidement, ça reviendrait à payer cette acquisition autour de 9 fois. Mhm. C'est raisonnable. Et le but, c'est de la développer dans des régions où ils ne sont pas présents. D'accord. Donc ça, la société n'a pas forcément la couverture financière pour le faire, mais avec cette plateforme-là et les moyens dont dispose Free, c'est quelque chose maintenant de possible. Donc l'alignement. Donc quand tu regardes une boîte, en analyse fondamentale, c'est intéressant de regarder le business, le marché dans lequel elle évolue, etc. Surtout pour les boîtes de croissance, c'est vraiment important de savoir dans quel marché ils s'inscrivent. Par contre, un des points qui est important, et là c'est plutôt les approches un peu plus fondamentales, value, qui s'intéressent à ces sujets, c'est l'alignement du staff. Donc aujourd'hui, le cours, il est autour de 9 dollars, ce que je te disais. Il a été Mhm. mis en bourse au niveau, en juin, ils étaient autour de 10 dollars. Et le cours est derrière, il a chuté, mais je reviendrai dessus. Il est descendu, je crois, autour de 7 dollars. Tu as le graphe, Mhm. je pense que tu pourras mieux en parler tout à l'heure que moi. D'accord. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le staff qui a été mis en place, c'est des gens qui sont assez solides, qui ont déjà travaillé dans le même secteur, dans la partie produits bio, produits de santé, etc. Ils ont travaillé dans la société qui s'appelle Ain Celestial, donc c'est une société cotée. Ils ont multiplié les ventes par 48 en 22 ans, donc Mhm. ça donne une idée un peu de la qualité du staff. Le staff actuel est structuré pour faire 1,5 milliard de ventes, donc on a de la marge pour le moment, donc ça c'est cool. Leur objectif aujourd'hui, c'est de faire des fusions et de réduire l'endettement au fur et à mesure avec les cash flows qui seront générés par les activités et par les synergies et les optimisations réalisées. Donc ça, c'est la société N Celestial, c'est le grade de la société dans laquelle ils ont évolué. Donc Mhm. créé en 95, ils faisaient 60 millions de ventes et en Ouais. 2017, ils étaient à 2,9 milliards. Donc c'est
c'est pas anodin. Et au niveau de la profitabilité, ben, on est passé d'un free cash flow, pardon, du FCF, on est passé de moins 3-4% à plus 5% sur un volume qui a explosé. Donc on est passé finalement Ouais. de moins 2 millions à 154 millions. Énorme. Ouais, ouais. 54 millions, pardon. Donc c'est pas mal. Ensuite, un des autres aspects sur la partie alignement, c'est voir si dans les clauses des contrats des uns et des autres, il n'y a pas des éléments qui peuvent nous intéresser. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le staff a des options sur l'action. Et ces options, elles sont exerçables si le cours est supérieur à 20 dollars. Souvent, vous voyez des options avec des cours en dessous du cours, avec des prix d'exercice en dessous du cours. C'est plus de la rémunération qu'un intéressement sur la durée. Et là, en fait, en gros, quand le cours, l'action a été cotée la première fois, ils étaient autour de 10 dollars. Et là, on leur disait, vous allez avoir vos options si le cours atteint 20 dollars pendant 30 jours. Pourquoi 30 jours? Parce que tu peux avoir un pic sur une news, mais si ça ne tient pas 30 jours, ça veut pas dire grand-chose. Donc là, on leur dit, si le cours de l'action monte à 20 dollars, vous allez pouvoir débloquer vos options. Donc ça, c'est un point intéressant, je trouve, vu le cours actuel. Le staff a racheté des actions avec son propre argent, donc 220 000 euros. Donc ça, c'était c'est indiqué ici, en septembre, en août et en septembre. Donc c'est pas grand-chose, mais c'est un signal intéressant. Et ils ont mis en place un PRA en septembre pour acheter jusqu'à 20 millions de dollars des actions. C'est quoi un PRA? Un plan de rachat d'actions. D'accord. Donc ça reviendrait à faire une réduction du flottant de 7%. D'accord. Donc voilà. Donc au niveau du staff, pour résumer, on a un staff expérimenté. Ils ont des options activables si le cours est à 20 dollars. Ils ont racheté des actions. Les membres du conseil exécutif ont acheté des actions et ils ont mis en place un PRA de 20 millions. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, la structure du capital, ça va plus te parler, je pense, sur la partie description de la société. Donc, la société, aujourd'hui, a une capi de l'ordre de 370 millions, 350 millions. Sur cette capi, on retrouve les sponsors initiaux. Et entre le moment où j'ai fait mon doc et la mise à jour, là, que j'ai fait la semaine dernière, le poste institutionnel a pris 6%. On est passé de 50 à 55%. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui commencent à s'intéresser sérieusement à la société. Donc, je vais expliquer ensuite pourquoi. Donc, voilà. Donc, le flottant, il représente à peu près 25% de la société, c'est-à-dire 100 millions de dollars de capitalisation. Donc, analyse du prix des sociétés. Donc, on a dit au début, donc le SPAC a initialement acheté 2 sociétés, la société Mafco et la société Mersan. Donc, initialement, le prix était correspondait à une valeur d'entreprise, une VE, de 440 millions de dollars. Initialement, en fait, le prix, c'était 520 millions. Avec le Covid, ils ont obtenu une réduction de 70 millions. Donc, ça veut dire que même le 10 dollars de la mise en bourse était pas cher. Était pas cher. Donc, voilà, il y a à peu près 38 millions d'actions. Il y a une dette nette de 50 millions. Ça fait 65 millions d'EBITDA ajustés sur 2020. Un free cash flow à peu près équivalent. Et donc, on arrive sur une VE sur EBITDA de 6,7. Et une VE sur free cash flow de 7,3. Ces ratios peuvent poser pas mal de questions à pas mal de gens. En fait, quand on ne sait pas sur quel ratio aller, ce qui est intéressant de faire, c'est une analyse des comparables, des sociétés comparables. Et globalement, ça semble pas cher. D'accord. Et encore aujourd'hui, pour un prix de 9 €, qui est donc moins cher, avec une réduction du nombre d'actions correspondant au PRA, une augmentation de la dette pour pouvoir réaliser les acquisitions, on arrive sur une VE qui est en dessous de la VE de mise en bourse des sociétés. On arrive toujours sur des ratios qui ne sont pas chers. On est autour de 7,7 sur les BIDA, donc 8, c'est ridicule. Sur une société de croissance, dans un secteur comme ça, c'est ridicule. Donc aujourd'hui, la société est moins chère que son prix d'acquisition et le PRA a renforcé cette décote.
Si le staff a racheté les actions, c'est parce qu'en fait, il considérait que le prix était décoté. Donc, on va essayer de comprendre le pourquoi de cette décote, est-ce qu'elle est Mhm. justifiée ou non, et essayer de comprendre s'il y a un upside dans cette société. Ok. Donc, pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai regardé les projections du staff. Et pour les vérifier, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai regardé l'historique. Donc, je suis allé fouiller dans les rapports, là. J'ai essayé de sortir les chiffres. Donc, aujourd'hui, le staff considère qu'en 2020, la société fera 280 millions. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est possible? Donc, pour ça, je regarde l'historique. Effectivement, la moyenne des ventes des deux sociétés acquises tourne autour de 280 millions. Donc, c'est Mhm. cohérent en termes de vente. Ensuite, si on fait le même travail sur la partie EBITDA, on se rend compte que la moyenne de l'EBITDA sur les 3 dernières années est cohérente avec leur objectif. Donc à ce niveau-là, on peut se dire que finalement le staff n'est pas complètement fou et est plutôt d'ailleurs raisonnable vis-à-vis des projections de la société. Donc on arrive bien sur une marge de l'ordre de 20%, mais le staff vise 23%. Mais je pense que ça viendra des synergies et surtout des réductions de coûts. Mhm. Ouais. En 2020, ils projettent entre 270 et 280 millions de ventes et un EBITDA de l'ordre de 56 à 60 millions. Pour moi, ça me semble cohérent avec l'histoire de la société. Ça me semble aussi cohérent avec une société dans laquelle, effectivement, on n'investissait pas les cash flows. Pour le moment, ça tient la route. D'accord. Donc, sur l'exercice de valorisation, la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que ce sont des actifs qui sont bradés ou non? Est-ce que c'est des actifs qui n'ont pas des problèmes? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas des sociétés qui sont bancales? Et donc, la question, c'est de voir finalement est-ce qu'ils ont une croissance qui est cohérente avec leur secteur? Est-ce qu'ils ont une profitabilité qui est cohérente avec leur secteur? Et pour ça, moi j'ai sorti en fait les indicateurs des comparables de chacune des sociétés. C'est-à-dire, World Earth Brands, elle a deux divisions. Elle a une division sucre et une division arôme. Donc j'ai sorti les comparables des sucres de remplacement des édulcorants. Et la même chose pour la partie arôme. D'accord? Donc pour la croissance des revenus, World Earth Brands aura une croissance de l'ordre de 3,9%. Mhm. Ça s'inscrit dans les comparables du secteur sur la partie sucre, c'est au-dessus même des comparables dans le secteur des arômes. Et donc, objectivement, ça valide l'aspect, ils ont une croissance qui n'est pas dégueulasse. Ils ne sont pas en décroissance, donc c'est plutôt, ça donne une idée que finalement, ils sont bien inscrits dans leur secteur. Pareil pour les BIDA, j'ai fait le même boulot, donc ils ont une croissance des BIDA de 4,4%. Le secteur, on est plutôt entre 3,4 et 4%. Mhm. D'accord? Pour moi, il n'y a pas de problématique de ce côté-là. Mhm. La marge d'EBITDA est supérieure à son secteur. Donc, ça valide que la croissance, elle ne se fait pas au détriment de la profitabilité, au contraire. Et pareil pour la partie free cash flow. D'accord? Donc, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Je la compare à un certain nombre de sociétés qui évoluent dans le même secteur et je définis, finalement, je redéfinis le profil de ma société par rapport à ces comparables. Et globalement, il n'y a rien qui dénote par rapport aux comparables. Juste une petite parenthèse, ici, en fait, vu que là c'est la moyenne des deux colonnes. Parce qu'en fait, World of Brand, c'est Mhm. un tiers d'arôme et 2 tiers de. Donc, en fait, j'ai recalculé pour avoir quelque chose de plus précis Ok. et qui décrit Mhm. mieux ma société. Mais au global, enfin, la comparaison, elle pourrait s'arrêter avec ces deux colonnes. Donc, ensuite, dans ces sociétés, je devrais avoir un ratio sur EBITDA de 12,4. Et tout à l'heure, on discutait de ratio de l'ordre de 7. Mhm. Pareil sur la partie free cash flow. Dans le secteur, les sociétés, elles s'échangent autour de 15 à 16 fois les free cash flow. Donc ça Mhm. veut dire que non seulement on a des actifs qui croissent plus vite en termes de profit et de vente que leurs comparables, mais elle est moins chère. Elle est moins chère pour la raison qu'on a donnée tout à l'heure, sur laquelle on va revenir. Donc moi, la conclusion de cette analyse, c'est qu'il n'y a pas de raison opérationnelle qui justifie la décote de la société. D'accord.
Deuxième point de valorisation, c'est que sur 2020, sur les projections du staff, la projection borne basse et la projection borne supérieure. Je ne sais pas s'ils vont faire moins ou plus de tout ça. À la limite, aujourd'hui, ça m'est égal vu la décote. Mais si on se base sur ce que le staff attend, au global, si on prend les ratios que je t'ai donnés dans les comparables, au global, vous pouvez reprendre les calculs, hein, on arrive sur une TP supérieure à 18. Une target price supérieure à 18. D'accord ? 2 fois la valeur actuelle, quoi. C'est ça. Donc, je retiens une valeur conservée de 18. Mais après, si vous voulez, ce que je dis tout le temps, une analyse fondamentale, elle est toujours fausse. Pourquoi elle est fausse ? Ça dépend des hypothèses. Je ne dis pas que c'est aberrant ce que j'ai fait. J'ai dit, elle est toujours fausse. Ça ne veut pas dire que mon calcul n'a pas de sens. Ou que mon calcul est aberrant. Je sais je peux toujours trafiquer mon EBITDA, le prendre un peu moins. Je peux prendre, si vous souhaitez, un ratio de 10, si vous voulez. Mais il ne reste pas moins qu'on va arriver sur une valo qui va être supérieure au cours actuel, une target price qui va être supérieure au cours actuel. Donc voilà. Donc, pour résumer un peu toute cette analyse, on a fait un peu une analyse du marché pour voir si on était sur un segment porteur. C'est le cas, puisque globalement, les gens veulent mieux manger, veulent être en forme, être beau sans faire trop d'efforts. Donc, tout ce qui est sucre, sans calories, ça marche bien. Le gluten-free, ça marche bien. Les arômes, c'est un marché un peu séculaire quasiment. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude. On se dit même, on pourrait imaginer que les cash flows de Marco pourraient quasiment alimenter la croissance de l'activité sucre et édulcorant. Donc tout ça, c'est un point super important. Le deuxième point, c'est que les comparables laissent penser que nos actifs ne sont pas plus pourris que le marché. Au contraire, ils sont même au-dessus. Et l'idée derrière, c'est est-ce qu'il y a une décote ? Et globalement, on y a répondu. Mais donc pour résumer cette thèse, c'est ce slide-là. En gros, le point 1, c'est qu'on a un vendeur pressé. Donc, monsieur Perelman, là, il a liquidé les tableaux chez lui. Enfin, vous faites des recherches sur Internet, vous allez voir, vous allez halluciner. Il a vendu il a perdu énormément, parce qu'en plus, il avait une société qui était cotée dont le cours a baissé 60%. Donc, ça a créé pas mal d'appels de marge dans son patrimoine. Donc, il a fallu liquider rapidement beaucoup de choses. Donc, il a concédé déjà, le prix initial de la société, c'était 516 millions de dollars. Il a vendu à 440 millions de dollars. Donc déjà, cet écart, c'est une source de décote, entre guillemets. Même si les 516, à l'origine, n'étaient pas chers par rapport au comparable. Mais il y avait un acheteur, ils étaient prêts à acheter rapidement, et lui, il était prêt à vendre très rapidement aussi. Donc, on a bien une situation où... en général, quand vous avez un acheteur qui est moins pressé que le vendeur, le vendeur, en général, il perd pas trop de temps, il réfléchit un peu, surtout quand il est pressé par le fisc. Donc, voilà. Donc, ça a été vendu initialement à un ratio de 6,8. Les comparables sont autour de 15 fois, donc c'est ce qu'on a dit, mais bon, le vendeur était pressé. Ouais. Le point 2, alors là, c'est le point le plus marrant, parce qu'on se dit, purée, la boîte était décotée et tout ça, à 10 $, mais pourquoi ça a baissé ? Donc en fait, ce qui s'est passé, j'ai pas les niveaux, je crois qu'au plus bas, elle était à 7,5 là, d'accord ? Donc on était à 10 et c'est descendu à 7. Donc on se dit, purée, soit le marché n'est pas du tout intéressé par ce type de boîte, c'est possible, hein, ou soit il s'est passé quelque chose de plus spécifique. Et là, c'est là où moi j'ai appelé la double décote Perelman. Ouais. C'est-à-dire que le vendeur avait sponsorisé le SPAC, donc la société qui a fait l'acquisition de War of Brand, avait mis 3,3 millions d'actions dans le SPAC. C'est-à-dire qu'en gros, il s'est dit, dans tous les cas, ça va monter, je vais pouvoir me refaire un petit peu si ça monte. Donc, il avait en fait sponsorisé le SPAC à hauteur de 3,3 millions d'actions. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le cours n'est pas monté trop vite, pas assez vite à son cours. Et en fait, on ne sait pas quelles ont été ses obligations derrière en termes au niveau financier, mais il les a vendues comme un sagouin. D'accord. Donc en fait, il a vendu, parce qu'on parle du mid-cap, il a vendu 3,3 millions en très très peu de temps, et du coup, ça a propulsé le cours à la baisse. Donc ça, c'est quelque chose qui est documenté. Et tu sais s'il en a encore des actions ou c'est fini ? Non, il n'en a plus. Non, il n'en a plus. Donc en fait, c'est ce qui s'est passé en fait.
C'est ce qui en fait explique finalement la baisse du cours pour moi. D'accord. Euh, donc voilà, donc tout ça vous le retrouvez en fait sur les formulaires de la SEC en fait liés à la formation du cours. Quand j'ai compris ça, pour moi ça a été un grand pas soulagement, mais ça m'a permis de mieux comprendre ce qui se passait. Parce que pour moi, toutes ces sociétés-là, c'est des sociétés qui sont plutôt recherchées. Après, on arrive au troisième point, c'est que le SPAC, ce type de dispositif, c'est quelque chose qui a été un peu propulsé avec le succès de Virgin Galactic, parce qu'à l'origine, en fait, Virgin Galactic a été introduit en bourse via un SPAC. C'est quelque chose qui manque de référencement. Mais là, depuis septembre, le staff commence à rencontrer les banques. Mhm. Donc voilà, sachant que pour ce type de stratégie, ils ont besoin quand même d'avoir un cours important assez haut pour pouvoir avancer dans leur acquisition. Et prochainement, donc d'ici printemps prochain, la société devrait être référencée Mhm. dans le Small Cap Index. Ça va apporter de la visibilité sur la société. D'accord. Donc là, en synthèse, est-ce qu'il y a éventuellement des questions avant la synthèse? Non, pour moi, c'est bon. C'est très très clair, très bien expliqué, très clair. Gros boulot, hein, value, Merci. hein. Mhm. Je t'en prie. Donc, en synthèse, donc on est une entreprise en croissance dans un secteur porteur avec une décote importante. Souvent, les investisseurs value, dont je fais partie en partie, pardon, on recherche des décotes, mais souvent les décotes, on les trouve dans des sociétés pourries. Pardon pour les autres analystes Mhm. et les autres qui font du value investing pur. Mais souvent, ouais, on est dans des sociétés un peu compliquées. Il y a plein d'actifs, il y a des meubles partout et tout ça. Et il y a de l'immobilier qui part dans tous les coins. Mais le problème, c'est que la société, elle a toujours une décote parce elle évolue dans un secteur en décroissance et elle est en décroissance. Là, en fait, on peut pas parler d'analyse value, parce que même si on a quand même globalement 100%, quasiment 80% de décote sur la société, on a une société de croissance ici. On n'a rien d'autre. C'est une société de croissance, mais on l'achète pas cher. D'ailleurs, c'est un peu comme Mint. C'est un fait comme quand tu achètes un appartement ou un bien immobilier et que les vendeurs se Voilà, divorcent, quoi. Il leur faut de l'argent voilà, tout de c'est suite, ça. tout de suite, tout de C'est suite, quoi. exactement ça. Hmm. Toi, ce que tu vas vérifier, c'est si l'appartement il est bien placé, Ouais. s'il est capable de te ramener des loyers, comme le palier comme Mhm. l'appartement qui est sur le même palier. Et c'est exactement la démarche que j'ai faite. Ah, ouais. Tu vois? Donc, il y a des actifs intangibles qui sont assez forts. Donc, on parle des marques. Moi, quand j'ai vu que c'était Canderel qui était dedans, enfin, moi, Canderel, ça me parle. Après, Mhm. Tu es au ça régime compte. ou quoi? Hein? Tu fais un régime ou quoi? Quand DRL, c'est Non, mais pour... pas du tout. Si, par contre, il faut que je perde du poids. Ah, Mais d'accord. je vais m'en occuper là d'ici Ouais. fin d'année. Mais je pense que je ne prendrai pas ces trucs-là quand même. D'accord. Parce que j'ai pas envie d'y habituer. Ouais, mais bon, c'est un truc connu quand même. Tu Ouais. vois les pubs. Enfin Ouais. là, maintenant, à chaque fois que je vais faire mes courses, je change d'endroit pour voir un peu la place qu'ils ont dans les rayons, si tu veux. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez présent. Mhm. Par contre, j'ignorais que Purvia était aussi présent. C'est-à-dire qu'il D'accord. y a la colonne Canderel et la colonne Purvia de produits. Donc, c'est plutôt pas mal. On a un staff qui est plutôt aligné avec ses actionnaires. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. L'allocation de capital est plutôt tournée vers la croissance et l'augmentation du free cash flow par action. Et là, on le voit par rapport au PRA qui a été réalisé. Ils augmentent finalement le bénéfice par action en faisant un PRA. Et c'est surtout qu'en fait, finalement, ils ont négocié 70 millions sur le prix d'acquisition. Donc, ces 70 millions, ils ont retourné aux actionnaires via ce PRA, en partie, parce qu'ils ont pris que 20 millions. Et c'est plutôt pas mal. Après, c'est effectivement côté au Nasdaq, donc ça apporte un peu de diversification en termes de monnaie dans le portefeuille. Et l'entreprise est flexible. Enfin, je n'ai pas voulu utiliser le mot scalable, mais c'est ça qu'il faut comprendre. En gros, ça peut monter jusqu'à 1,5 milliard Mhm. sans trop d'investissement dans la partie production, mais plutôt dans la partie recherche d'innovation, marketing et tous ces trucs-là. L'objectif, c'est de meuler jusqu'à 1 milliard de ventes à terme, en croissance organique ou par acquisition. Ok. Bien évidemment, il y a toujours un aspect risque dans tout investissement, donc c'est super important. Si vous vous intéressez au risque de downside, de perte de capital dans vos investissements, vous allez toujours gagner de l'argent. Il ne faut pas trop s'intéresser au potentiel, il faut toujours s'intéresser au risque de perdre. Enfin, en Mhm. analyse fondamentale, moi, Sauvegarder son capital, quoi. voilà, c'est ça.
Donc, en GMS, il y a toujours. Donc, là, d'un côté, il y a les risques. Donc, il y a effectivement la GMS avec une forte concurrence dans le secteur, surtout que c'est des domaines qui commencent à devenir quand même très tendance et trendy et populaires. Il y a toujours des risques d'intégration de nouvelles sociétés. Ça, c'est super important d'avoir ça en tête. Et on peut avoir un problème sanitaire Mhm. sur les produits. En face de chaque risque, on essaie d'identifier les limites parce qu'on n'est pas complètement dingue. Bah, la distribution et les marques dans un secteur porteur, Mhm. effectivement, on n'est pas dans un mass market, on est plutôt sur des secteurs de niche. Donc, il y aura un moment, il faudra se dire à partir de quelle taille la société a atteint son potentiel max. Parce que je pense qu'au-delà de, je sais pas, 10 milliards de ventes, on finit par être en concurrence avec les Danone et enfin, avec toutes les Mhm. grosses sociétés dans ce secteur de l'agroalimentaire. Après, ce qui permet de limiter les risques d'exécution et d'intégration, c'est le mode d'acquisition qui est utilisé. Donc, c'est le tracking. Et on a un staff qui est quand même bien expérimenté. Après, ben, sur la partie problème sanitaire, ce qu'on met en face en termes de limites, c'est qu'on a un historique de société déjà. Ben, la Mhm. boîte, elle ne s'est pas créée en juin finalement. Ouais. C'est des marques qui sont fortes. On est sur des produits secs. Donc, en termes de conditionnement, transport, logistique, c'est peut-être un peu moins dangereux. Donc, voilà. Et Ok. donc, ouais, après, c'est l'historique des press releases, des communiqués de la société. Euh, donc là, je crois qu'aujourd'hui, pardon, on va avoir la publication on va avoir la première publication de la société hors effet lié à l'acquisition. C'est-à-dire lors de la publication du Q2 là, le Mhm. 14 août, il y avait plein d'effets exceptionnels, d'éléments exceptionnels qui étaient liés à la recombination, c'est-à-dire à la combinaison entre le SPAC qui avait la thune et les sociétés acquises, Merfcan et Mersan, Mafco Mhm. et donc du coup ça a généré pas mal de coûts de structure, donc des coûts liés à la mise sur le marché de l'offre publique. Donc au Q3 on n'aura pas tous ces éléments là. Le 31 août, ils ont vu les banques Barclays et Wells Fargo. Le PRA a été lancé dans la foulée, donc le 8 octobre. Donc ça correspond à 6 à 7% des actions en circulation Mhm. sur un cours de 9 dollars. Donc je pense qu'il a quand même un peu tourné déjà le PRA. Ensuite, le 10 novembre, il y a eu l'acquisition de Sverm, la société dans le domaine du gluten, etc. Donc c'est pas mal. Ça veut dire ils sont en confiance et ils actionnent déjà leur plan. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour la suite. Et les sources de cette biblio, de cette présentation en fait et de cette synthèse, c'est bien évidemment les présentations investisseurs. Mhm. Je suis allé regarder la notice de mise sur le marché de SPAC et des sociétés acquises pour aller récupérer les vieilles données. Ensuite, je suis allé regarder les données de marché sur Google. Et voilà. Ensuite, Ok. ouais, les annexes, c'est pas important, je pense. Ouais, donc j'ai fini. Bah, c'était vraiment très très intéressant, quoi. C'est un Ah, boulot. j'ai volontairement parlé d'une société qui n'était pas cotée sur Euronext, etc., parce que je ne veux pas non plus influencer les gens. Par contre, ce que je voulais faire, c'était vraiment mettre un peu les gens un peu dans une démarche d'analyse en leur expliquant un peu les différentes étapes. Effectivement, il ne faut pas prendre tout ça comme du conseil à l'achat ou à la vente sur cette société. Hein. Je ne suis pas analyste. Enfin, tu connais les disclaimers Mhm. habituels. Je Mhm. pense que c'est important quand même de le rappeler. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est faites vos devoirs, surtout en analyse fondamentale. Faites-vous vos propres, vous posez à la limite les mêmes questions et vous essayez si vous arrivez aux mêmes conclusions que moi. Et à la limite, on pourra en discuter. Mais surtout, il n'y a pas de conseil d'achat ou de vente sur cette société. C'est vraiment un outil plutôt pédagogique pour un peu expliquer comment je ferais une analyse sur une société de croissance aujourd'hui. Ok, bah, Après, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a vraiment une situation un peu spéciale où en fait on a une double décote qui est mhm. liée aux conditions d'achat des sociétés qui sont aujourd'hui cotées en bourse. Voilà, Ben, merci beaucoup, Value. Puis j'espère que qu'on pourra se connaître plus amplement et qu'on fera une petite interview alors. sans problème. Ok. Merci beaucoup. Merci Des. Ciao, ciao.